Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute de Radio France Internet en direct de Paris, il est 17 heures. Le journal en français facile, Adrien Delgrange. Nous sommes le jeudi 20 mars. Au sommaire de cette édition, du nouveau à la tête du CIO, c'est une énorme surprise. La Zimbabwéenne Christy Coventre, 41 ans, vient d'être élue au premier tour présidente du comité international olympique. Christophe Dimerzien nous en dit davantage dès le début du journal. Au sommaire également, l'avenir de l'Ukraine. Donald Trump, le président américain, a proposé hier à Volodymyr Zelensky de récupérer la centrale électrique de Zaporizhzhia, la plus grande d'Europe. Aujourd'hui, le président ukrainien dit que ce n'est pas possible. La guerre à Gaza, Israël continue de bombarder les Gazaouais. Et puis enfin, 20 mars, journée internationale de la francophonie. Première femme à occuper ce poste, Christy Coventre, élue présidente du CIO, le comité international olympique. La Zimbabwéenne vient d'être élue. Elle remplace l'amant Thomas Barr. Nous sommes en direct de Grèce, là où vient de se dérouler le vote à Costa Navarino. Christophe Dirémésien. Bonjour Adrien. C'est une énorme surprise. Oui, le résultat obtenu par Christ Coventre d'entrée de jeu est absolument exceptionnel car c'est quasiment arrivé dans l'histoire de l'élection du président du comité international olympique. Coventre a obtenu 49 voix sur 97 votants possibles, la majorité absolue dès le premier tour, sachant que le 12e autre favori, l'Espagnol Juan Antonio Samaranch, le fils de l'ancien président du CIO, de 1990 à 2001, obtenu 28 voix. Grosse déception pour son camp et grosse claque, on peut dire, pour Sébastien Coe, qui n'a recueilli que 8 petites voix. Coventre, qui a remporté quasiment tous les suffrages sur son nom, elle a su convaincre effectivement, ce qui est entré finalement assez tard au CIO, seulement en 2013, alors qu'elle était encore nageuse de haut niveau. Elle a remporté 12 titres olympiques sur 200 mètres d'eau en 2004 et 2008. Elle a arrêté sa carrière en 2016 et elle s'est investie très rapidement dans le monde de l'olympisme. Elle a été notamment la présidente de la commission des athlètes du comité international olympique et depuis 2021, elle était redevenue membre de la commission exécutive dont elle avait déjà un haut niveau au sein du CIO. Mais là, c'est vraiment la consécration pour cette jeune femme de 41 ans. Et vous l'avez rappelé, première femme et première africaine à devenir la présidente de l'institution sportive la plus puissante du monde. Christophe, l'élection de Christ Coventre à la tête du CIO, c'est aussi le symbole d'un renouveau au sein du comité international olympique. Oui, effectivement, on parlait peut-être de l'expérience qui aurait peut-être prévalu de la part de certains membres du CIO, peut-être conservateurs, et qui auraient opté pour Juan Antonio Samara, 65 ans, ou Sébastien Coe, qui a un an, 60. Eh bien, finalement, le CIO a décidé de prendre graduellement le visage de la modernité en élisant une jeune femme de 41 ans qui, certes, n'a pas d'expérience des relations internationales en ce moment, avec déjà une solide expérience de la gouvernance du CIO. C'est une femme, c'est aussi une preuve d'inclusivité. Le CIO a toujours voulu montrer un petit peu l'exemple en matière d'égalité de genre. On n'y est pas totalement, mais en tout cas, cette élection est la preuve que cela va avancer rapidement. Et puis donc, effectivement, enfin, la place de l'Afrique est enfin reconnue au plus haut niveau de l'institution internationale. Les Africains qui n'avaient jamais véritablement tenté d'aller aussi haut dans la hiérarchie des CIO, eh bien, elle est arrivée avec cette femme qui est aussi ministre des Sports dans son pays, mais qui a su convaincre d'être en quelque sorte le renouveau du CIO, le CIO du 21e siècle. Merci Christophe. Christophe en direct de Grèce pour nous faire vivre cette élection de la nouvelle présidente du CIO en la personne de Christy Coventre. Le journal en français facile. L'actualité internationale dominée aussi par les différentes idées de Donald Trump concernant l'Ukraine. Le président américain suggère que les États-Unis prennent possession des centrales électriques ukrainiennes. Il affirme que cela constituerait la meilleure protection et le meilleur soutien possible aux Ukrainiens. Volodymyr Zelensky a précisé que la discussion d'hier avec le président américain a porté exclusivement sur la centrale de Zaporizhzhia, la plus grande d'Europe, occupée actuellement par la Russie. Mais pour Théba Meillet, maître de conférence en géopolitique à l'Université Haute-Alsace, cette idée de protection américaine des centrales ukrainiennes n'est pas possible. Non, c'est quelque chose qui n'est pas faisable techniquement, qui n'est probablement pas souhaitable économiquement pour l'Ukraine.
et qui ne propose sur aucune faisabilité, qu'elle soit technique, diplomatique ou militaire. Cette centrale nucléaire, en réalité, elle n'a pas produit d'électricité depuis septembre 2022, que nous ne connaissons pas complètement et entièrement sa capacité à être mise en état. Puis il y a un deuxième problème. Cette centrale nucléaire, c'était la plus grande d'Europe et elle fonctionne grâce au travail de plusieurs milliers de salariés. À l'heure actuelle, elle est en terrain occupé par la Russie avec des centres salariés russes qui l'exploitent. On voit mal comment une situation dans laquelle la centrale appartiendrait à un consortium américain d'un côté, quand le terrain appartiendrait toujours, vous serez toujours occupé par les Russes, et permettrait alors de faire fonctionner la centrale nucléaire avec un millier de salariés qui habiteraient on ne saurait où. Dernière déclaration de Zelensky, l'Ukraine ne discutera pas d'un transfert aux États-Unis de la propriété de ces centrales nucléaires. C'était l'analyse à l'instant de Teva Meyer au téléphone avec Julien Chavannes. L'actualité au Proche-Orient, Gaza toujours sous les bombes israéliennes. Des frappes meurtrières continuent de coûter la vie à des civils. Plus de 500 morts en 3 jours. Les autorités israéliennes font porter la responsabilité de cette reprise de combat à la population de Gaza. Le ministre de la Défense israélien a lancé un ultimatum aux Gazaouais, rendez des otages et chassez le Hamas. Israël prendra des mesures encore jamais vues auparavant. Correspondance à Jérusalem, Sami Boukefia. Selgat, ministre de la Défense, menace directement et en toute impunité des hommes, des femmes et des enfants innocents, impuissants à Gaza, comme si c'était la population gazaoui, elle-même qui retenait en otage des Israéliens, comme si les Gazaouis avaient le moindre pouvoir pour s'opposer au Hamas. En interpellant ici l'ensemble des civils israéliens, je les désigne clairement comme cible militaire. Ce n'est pas une guerre contre le Hamas, mais une guerre assumée contre la population. Depuis le début de cette guerre, les autres hauts responsables israéliens ont tenu des propos similaires. Une abolition du statut de civil qui vaut à l'Israël des accusations de génocide. Ce matin, le Yedio Aaron, un journaliste israélien, dénonce. Personne ne dit que c'est Israël qui a violé l'accord de cessez-le-feu, que le Hamas n'a pas modifié ses exigences, qu'il est impossible qu'Israël, comme on le répète sans cesse, ait lancé cette attaque pour ramener le Hamas à la table de négociation, car le Hamas y est toujours. C'est Israël qui a quitté la table de négociation. Sami Boukefia, Israël, RFI. Un bref retenu plus de 12 ans et demi derrière des barreaux, les barreaux d'une prison iranienne, Olivier Grondeau, était libéré lundi. Il est revenu en France. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le président de la République française, Macron. Des élections au Canada, le nouveau Premier ministre canadien, Mark Carney, va déclencher des élections législatives le 28 avril prochain. Il est entré en fonction la semaine dernière. Il est en place Justin Trudeau. Il espère obtenir une majorité au Parlement canadien. 20 mars, journée internationale de la francophonie. Des centaines d'événements sont ainsi organisés dans le monde pour mettre en lumière la diversité, la vitalité de la francophonie. Alors, quelques chiffres. 321 millions de personnes parlent le français sur la planète. 900 000 enseignants de français dans le monde. 96 instituts français, ce sont ces établissements publics chargés de mettre en œuvre la politique culturelle française. Et puis cet autre chiffre, 93 États membres de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, 83 moins 3 depuis cette semaine. 3 pays ont officialisé le retrait de l'OIF, le Mali, le Burkina et le Niger. Le député de la France insoumise, Aurélien Taché, les regrette. Je souhaite qu'ils ne soient pas avec le projet à la famille francophone. Je suis partisan du fait qu'on ait une francophonie qui est dans un monde où on assiste à un retour des empires avec l'impérialisme américain ressuscité par Trump, celui de Moshe Poutine. On pourrait avoir un monde francophone qui soit justement la voie d'une émancipation des peuples. Et à partir de ça, être capable de travailler sur des causes qui nous rassemblent pour élever les grands défis de demain. Je pense bien sûr au réchauffement climatique, je pense bien sûr à un tas de sujets qui se posent sur lesquels le monde francophone pourrait faire entendre une voix forte au service de la paix, au service d'un ordre international plus juste. Je plaiderai pour ma part pour une refonte profonde des institutions de la francophonie, sinon cette belle idée risque de péricliter. Et moi, je suis convaincu que la langue française charrie un modèle et des valeurs différentes de celles du monde, force de brutalité dans laquelle nous entrons. Aurélien Taché, le député, est aussi rapporteur d'une mission d'information sur l'avenir de la francophonie. RFI à Paris, 17h10.